Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et du coup je vais vous parler de 4 romans dont un que j'ai lu il y a un petit moment. Le premier roman dont je vais vous parler, je ne l'ai plus en ma possession, il s'agit des 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je ne l'ai plus en ma possession parce qu'il s'agissait d'un service presse qu'on m'a prêté et je ne peux pas vous dire à quel point j'ai adoré ce roman. Je pense que je vais sûrement me le reprendre d'occasion ou je sais pas, peut-être. J'hésite un petit peu. En fait dans cette histoire on va suivre Léo Bellamy du coup qui est au lycée en 2018 et qui prépare un peu le bal du lycée, etc. Et à l'approche du bal du lycée on se souvient qu'il y a 20 ans il y a eu un meurtre. À ce moment là il y a eu le meurtre d'une jeune fille qui est restée non résolue, c'est à dire qu'en 1988 une jeune fille a été retrouvée morte et on sait toujours pas qui l'a fait, voilà. Et en 2018 et bien écoutez, Léo ça va beaucoup l'intéresser et ça va d'autant plus l'intéresser que lorsqu'il dort, un jour sur deux, il se retrouve dans le corps d'un autre adolescent vivant en 1988. Du coup c'était absolument fascinant. Je tiens à préciser que moi je n'avais eu ni résumé ni quoi que ce soit, en fait j'avais même pas la couverture, c'était un service presse tout blanc donc je savais pas du tout à quoi m'attendre et quand j'ai vu que Léo arrivait dans le corps de quelqu'un d'autre en 1988, j'ai trouvé ça déjà génial. En plus il y a un petit côté thriller qui est plutôt bien fait, je m'attendais pas forcément à la chute donc c'était super bien. Et puis surtout il va se retrouver dans le corps d'un garçon en 1988, il va se retrouver aussi dans le corps de certaines filles en 1988 et ça c'est juste génial parce que du coup on va avoir plein de réflexions. On va d'abord avoir une espèce de débat philosophique sur qu'est-ce que c'est qu'être libre, qu'est-ce que la liberté finalement et où est-ce qu'elle s'arrête. On va aussi avoir énormément de thèmes de l'adolescence et puis plein de questionnements qui vont bien dans les young adultes. C'est assez ténu mais c'est tellement bien fait, c'est habile. Franchement l'auteur l'a très bien fait. On va parler homosexualité, handicap, dépression d'une figure parentale, famille dysfonctionnelle et plein de choses en fait. On va évoquer plein de choses et surtout ça va permettre à Léo de se mettre dans la peau d'autres personnes que parfois il idolâtre, c'est-à-dire que il va se retrouver dans le corps du joueur adulé de football américain, il va se retrouver dans le corps de la plus belle fille du lycée, enfin voilà, il va appréhender un petit peu ces thèmes-là, ces personnages-là et surtout il va se rendre compte que derrière les apparences il y a énormément de choses et il va se rendre compte que tout le monde a des difficultés dans la vie, que tout le monde a des problèmes et que tout le monde finalement a sa croix à porter comme on dit, que tout le monde a son fardeau à porter sur les épaules et que c'est pas parce qu'elle a l'air d'être la plus belle fille du lycée, qu'elle est la mieux apprêtée, la mieux habillée, que la réalité est vraiment comme ça en fait. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça très bien fait, très habile. J'ai adoré la partie thriller parce que je savais pas du tout vers quoi me porter au niveau du tueur et je me suis fait balader et j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça vraiment génial de me faire balader, même si à la fin en fait on ne pouvait pas vraiment deviner la fin, mais ça m'a plu en fait, justement parce que je n'ai pas pu deviner la fin et pourtant c'est un roman young adulte. Alors oui forcément ça se finit bien, c'est un roman young adulte, tous les romans young adultes se finissent bien pour le personnage principal. C'est comme ça, c'est un truc du genre. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ça m'a beaucoup plu, le fait que ça soit à 2 époques différentes. Et voilà, tous les thèmes abordés, c'était super bien fait. Ça a été un coup de cœur pour moi, vous l'aurez compris. Et je ne comprends pas comment j'ai fait pour oublier de vous en parler. Enfin si, je sais, en fait je l'ai lu en août je crois. Et il est sorti en septembre et j'avais prévu de vous en parler en septembre. Sauf que septembre ça a été pour moi assez chaud au niveau des travaux à rendre et tout ça. Et du coup j'ai totalement zappé. Et pourtant quel coup de cœur, les enfants quel coup de cœur. Et je trouve ça étonnant, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu passer et pourtant je suis à 1 mois et demi je pense après la sortie, quelque chose comme ça, ou alors il sortait en octobre, enfin vous voyez, je crois que c'était le 19 septembre de mémoire, mais franchement je pensais le voir un peu partout. Enfin c'est la collection R, ils ont leur R Readers là et du coup je pensais le voir un peu partout et je l'ai vu dans quelques book hauls, je l'ai vu à la limite voilà, mais j'ai pas vu qu'on en parlait et il est tellement bien. Enfin je vous ai dit c'était un coup de cœur pour moi vraiment. Alors après je savais pas trop à quoi m'en tenir, je savais pas vers quoi j'allais, mais c'était vraiment bien fait quoi. Et l'auteur il est super gentil sur Instagram, enfin franchement allez-y foncez. Si jamais ce que je vous ai dit vous plaît, si vous lisez du young adulte et que vous aimez bien un petit peu de thriller dedans, même si vous n'aimez pas trop le thriller, franchement ça passe crème et c'était super bien fait. Voilà, il mérite vraiment d'être connu, alors allez-y.
Ensuite, je vais vous parler du roman Le démêleur de rêves de Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. C'est un roman que j'ai acheté aux Aliénales, du coup il est dédicacé et ça a été aussitôt acheté, aussitôt lu parce qu'en fait je l'ai acheté le samedi et le lundi on le commençait en lecture commune avec Maude de la chaîne Délivre une fille et Marilyn de Summary's Books. Du coup je vous avoue que moi j'ai un peu traînassé dans la lecture commune, c'était pile au moment de mes soutenances et tout, donc c'était pas trop le moment, mais franchement j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai bien aimé. En fait on se retrouve sur Sedora, une planète parmi tant d'autres. En fait dans cet univers les humains ont réussi à coloniser 101 planètes et ça grâce à quoi? Grâce à la technologie, on va dire, du fil. C'est pas une vraie technologie, en fait ils ont découvert sur une planète une sorte de fil qui réduit les distances et surtout le temps pour les parcourir et en fait du coup grâce à ce fil vous reliez les planètes entre elles et je sais pas, en 2 heures vous êtes sur une autre planète quoi, et c'est assez incroyable. Et d'ailleurs c'est ce qui est représenté sur cette couverture, toutes les planètes qui sont connectées. Du coup l'être humain qui voulait explorer la galaxie, bien écoutez il l'a exploré et maintenant il a plus très envie d'explorer en fait, c'est bon, il a assouvi son désir d'exploration, d'aventure et du coup tout le monde se retrouve à vivre chez soi avec son ordinateur et tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de couple, enfin en fait on fait plus vraiment d'interaction sociale, tout ça ça n'existe plus vraiment. C'est un peu comme dans Boxap j'ai trouvé à ce niveau là, au niveau des gens enfermés dans des appartements, mais je vous rassure ça s'arrête là parce que Boxap j'ai pas trop aimé, celui-là j'ai vraiment bien aimé parce que ça s'ouvre vers le monde. Et là où je vous disais que Boxap devait commencer à la fin, à sa toute fin, en fait celui-là c'est ce qu'il fait. Il vous plante l'univers et après on commence. C'est ce que j'aurais voulu voir à côté. Du coup on se retrouve avec des personnes qui ont très peu d'interaction sociale, qui ne sortent plus de chez eux et on va suivre 3 personnages. On va d'abord suivre Neven qui est, je crois que c'est ça, c'est Neven hein, oui c'est ça, qui est un jeune démêleur de rêves. Alors moi au début dans le récit je vous avoue que pour moi dans ma tête, étant donné qu'il avait super bien réussi, il avait plus de 30 ans et du coup il y a eu un moment donné où je me suis dit merde il a forcément moins que ça parce que ça n'allait pas avec le cours du récit et bon c'est un jeune démêleur, il a je pense à peu près la vingtaine. Voilà, il faut le savoir parce que moi à un moment donné j'étais pas bien à cause de certaines scènes et voilà, il a la vingtaine et démêleur de rêves c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait dans cet univers les gens ne rêvent plus. Les gens ne rêvent plus parce que, je sais pas, je pense que à force... Alors, l'explication du bouquin c'était genre à force de prendre des benzodiazépines et des somnifères pour s'endormir parce qu'avec les écrans et tout on sait très bien que c'est mauvais pour le sommeil, et on rêve plus, voilà. Et du coup il y en a que quelques-uns qui gardent ce don, du coup maintenant ça devient un don de rêver et en fait ils enregistrent leurs rêves via une machine et ils les envoient aux démêleurs de rêves qui vont essayer justement donc de démêler leurs rêves et d'en faire un film, de donner du sens à leurs rêves parce qu'on sait très bien que tous les rêves n'ont pas forcément de sens, mais là-dedans le démêleur de rêves il va donner un sens aux rêves et il va être assez... on va se poser la question sur un rêveur en fait, le rêveur 1110 je crois, oui voilà, qui fait toujours à peu près le même songe et voilà, il va y avoir toute une intrigue autour de ça qui part très très loin dans la galaxie et c'était vraiment bien à ce niveau là. Du coup on a de l'aventure, on voit 2-3 planètes différentes, vraiment très différentes et ça m'a beaucoup plu. À côté on va suivre Jethro qui est père de famille, il vit avec sa fille qui s'appelle Elisha et Elisha c'est une rêveuse justement et Jethro lui c'est l'un des seuls humains à travailler en dehors de chez lui, c'est-à-dire que lui il sort de chez lui, il prend les transports et d'ailleurs il s'occupe des transports et j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça faisait un petit peu le mec un peu en dehors de son univers, de la société. Il a encore une barbe là où tout le monde trouve ça un peu rétro, un peu has-been, enfin même totalement has-been et même voire sale en fait, parce que j'ai oublié de vous dire mais dans cet univers tout le monde se fait manipuler génétiquement. Non seulement il n'y a plus de chirurgie esthétique, mais en plus vous vous faites manipuler génétiquement, c'est à dire que vous voulez des branchies, pas de problème, on ajoute ça à vos gènes. Vous voulez je sais pas moi la peau d'un crocodile, pas de problème, on fait ça. Et du coup l'être humain peut s'adapter à chaque univers, chaque planète qu'il va pouvoir visiter. C'est pour ça qu'elles sont toutes colonisées, qu'elles soient remplies d'eau, qu'elles soient dans un désert. On peut changer génétiquement, on peut s'adapter à l'environnement, aucun problème. Et ça aussi c'était un point fort de ce roman. Maintenant ce que je vous ai dit là c'est genre ce qu'on apprend dans les tout premiers chapitres, donc vous imaginez à quel point c'est riche et à quel point derrière on a une grosse aventure avec des planètes à découvrir, des rebondissements et tout ça sur une espèce de
comment dire ça, sur un gros secret derrière sous-tendu qu'on apprend vraiment qu'à la toute fin. C'était très bien fait, c'était très bien mené, l'intrigue était habilement ficelée, c'était vraiment une très bonne lecture pour moi, je vous le recommande si jamais ça vous intéresse. C'était un récit d'aventure plein de rebondissements. Ensuite j'ai lu Agravel ou l'envers du temps de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio. Dans cette histoire on va suivre Lucien Agravel qui est un vieillard qui vit dans un château avec d'autres vieillards qui attendent globalement de mourir. Sauf que voilà, il va se voir offrir 3 tickets pour un train très spécial, apparemment un train qu'on ne regrette jamais d'avoir pris, et en gros c'est un train qui vous permet de retourner dans le passé vers vos plus grands regrets pour vous aider à changer les choses. Cette partie là m'a énormément plu, j'ai adoré, j'adore les voyages dans le temps déjà, et ensuite j'adore le fait que l'auteur ait montré que finalement nos plus grands regrets n'en sont peut-être pas vraiment. On veut tous retourner en arrière pour changer des trucs, même si c'est des trucs minimes, et en fait l'auteur là-dedans il vous montre que même si vous les changez, finalement est-ce que votre vie elle serait vraiment différente ou pas, est-ce qu'elle serait mieux vraiment ou pas en fait, et ce côté là était vraiment très bien. Je pense que si on était resté dans ça, j'aurais eu un coup de cœur pour ce roman, parce que la façon de faire de cet auteur était vraiment très intéressante, au niveau philosophique etc, c'était bien fait, mais du coup étant donné qu'on part dans totalement autre chose, je ne m'attendais pas déjà à un univers fantastique. Moi quand tu me parles de retour dans le temps pour changer tes remords et tout ça, je ne pense pas à un autre univers, à de la fantaisie en fait, à une autre civilisation, à une guerre navale, et du coup quand je me suis retrouvée dans ça, je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Elle est où ma réflexion philosophique qui avait l'air super bien au début? Et du coup je me suis paumée, je me suis perdue dans ce roman parce que ce que j'avais au début me plaisait énormément, il y avait plein de mystères, il y avait plein de choses, il y avait une petite réflexion philosophique, mais du coup ça me manquait de profondeur parce qu'on est parti dans un récit d'aventure, dans un monde que je comprenais pas. On a fait un tour du monde, j'ai pas compris pourquoi, vraiment à quoi ça servait, on se tape une guerre avec une civilisation super bizarre, enfin... Voilà, je me suis perdue dans ce roman, alors que franchement la première moitié j'ai beaucoup aimé, et puis après je me suis retrouvée dans pas mal de longueurs qui alourdissent pas mal le récit, et du coup l'univers qui arrive comme ça j'ai eu du mal. Voilà, mais sinon la réflexion derrière était très intéressante, donc je regrette pas du tout d'avoir lu ce livre. Dans l'ensemble ça a été une bonne lecture, mais j'ai pas compris tous les choix de l'auteur en fait, si vous voulez. Je m'attendais pas à ça, je ne m'y attendais pas, et pourtant je crois que c'est noté en plus en fait voilà, la phrase qui aurait pu m'y faire penser, c'est que découvrez-le dans ce magnifique roman vous offrant un voyage imaginaire à travers vos années passées. Moi je l'avais compris en disant un voyage imaginaire, bah oui, remonter dans le temps c'est imaginaire aussi, on peut pas. Voilà. Et du coup, je pense que maintenant que vous avez vu mon avis, maintenant que vous savez qu'il y a un univers inventé derrière, je pense que ce roman va vous plaire. Parce que il faut le savoir, et moi je ne le savais pas, et je pense que si je l'avais su, si ça avait été noté quelque part qu'on était pas du tout dans un univers, dans notre univers, j'aurais davantage apprécié ce récit. Donc maintenant, soyez avertis, lisez-le, c'était vraiment bien, et je pense que si vous savez que vous êtes dans un univers inventé, ça va passer crème, c'est juste que moi je savais pas. Voilà. Et enfin, on finit par un autre coup de cœur. Oui, 2 coups de cœur dans cette vidéo, mais je les ai pas lus du tout le même mois, hein. Celui-là, je l'ai vraiment lu en octobre. Il s'agit de Dans l'ombre de Paris, donc La dernière geste, premier chant de Morgan of Glencoe aux éditions Actu SF dans la collection Naos. Alors, c'est un roman que j'ai absolument adoré déjà. De 1, je l'ai vu nulle part, enfin je l'ai quasiment vu nulle part. Après j'ai suivi l'auteur sur Instagram, donc j'ai eu l'impression de le voir partout, mais je l'ai vu nulle part. Je suis tombée en librairie et j'ai vu ça. J'ai vu cette magnifique couverture qui appelle au Japon, tout simplement, qui appelle à l'Asie, hein, à l'Asie. On voit une sorte de noble de dos avec la baguette dans les cheveux, les dragons et tout, bref c'est super beau. Et je me suis dit, édition Actu SF, en général ça passe, c'est aussi eux qui ont publié Ariel, et je me suis dit, allez, on tente, il a l'air bien, et en fait on se retrouve, alors en je ne sais plus quelle année, c'est une... Je sais pas si on peut parler d'Uchronie, mais en tout cas c'est super bien fait. C'est un univers super riche. Non, je sais pas en quelle année on est, mais en gros vous avez un univers divisé
entre le Japon, enfin plusieurs puissances mondiales, genre le Japon, la France et plusieurs autres qu'on a abordées mais pas encore assez pour que je puisse en parler avec précision. On va suivre Yuri Nekohama qui est la princesse du Japon, donc la troisième grande dame du Japon, et son père l'a promise au grand dauphin de France, donc elle est appelée à devenir plus tard reine de France. Donc elle fait le voyage via un train bien particulier qui contient aussi des fées, parce que cet univers est peuplé de fées. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, mais vraiment énormément dans cet univers, c'est que les fées sont différentes. C'est-à-dire qu'on a des fées de l'eau qui nagent, elles peuvent combattre dans l'eau et tout, elles sont trop fortes. On a des fées de l'air, bien sûr, qui peuvent voler. On a des fées qui sont des spectraux, enfin un spectral en tout cas, qui peuvent guérir et tout, qui peuvent manipuler les énergies, tout ça. Et on a encore d'autres fées, des feux follets, des... C'est trop bien, c'est vraiment trop bien le fait d'associer différents types de fées et à côté des humains, et du coup on a tout un énorme racisme à côté de ces créatures. Et ça m'a fait penser un petit peu à la série que j'ai vue sur Amazon Prime il n'y a pas très longtemps. C'était avec Orlando Bloom, j'ai oublié le nom mais c'était aussi bien. Je crois que j'en avais fait un article sur le blog, je mettrai le lien en barre d'infos, comme ça au moins vous aurez le nom. Mais j'ai beaucoup apprécié parce qu'on se retrouve avec une jeune fille qui a été élevée dans les traditions du Japon. Donc c'est très respectueux, c'est une jeune fille qui souffre en silence avec les pieds recroquevillés dans un kimono bien serré et qui est là pour être jolie et pour se taire. Et elle arrive là-bas et elle veut pas de ce mariage, ça lui dit rien d'être mariée au grand dauphin de France et elle s'en fiche d'être reine de France. Elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut et elle choisit de se barrer de là. Elle va se barrer de là et elle va se retrouver dans une sorte d'univers dont je ne parlerai pas parce que ça m'avait beaucoup intriguée et ça m'avait beaucoup intéressée, et je pense que c'est ça qui a réussi à m'accrocher au roman. On se retrouve avec une population qui est à la fois fée et humain, qui vit un peu en marge de la société, et elle va apprendre à vivre comme ça. Imaginez la princesse du Japon qui est pleine de règles, enfin qui est très droite, qui a un cadre bien précis, qui va se retrouver avec des personnes qui n'en ont pas. Et là, vous avez toute la beauté de ce roman, on va voir l'évolution de la princesse et c'est pas facile. Et ça, j'ai aimé le fait que ça soit pas facile, parce que c'est pas genre elle est le messie, elle est là et elle est trop forte en plus, elle est forte en tout, elle sait tout faire. On n'est pas dans ça. Elle va avoir ses difficultés. Il y a des moments où elle va pas savoir comment faire, où elle va mal faire, et c'est pas grave, on a le droit de se tromper et c'est pas pour ça qu'on n'est plus une princesse ou on n'est plus aussi bien qu'avant. Et ce droit à l'erreur là, j'ai beaucoup aimé ça dans ce roman. J'ai beaucoup aimé le côté politique. Oui, attention, il y a un petit côté politique, pas autant que dans Les Faucons de Rêvera cependant, mais un petit côté politique quand même. Bah oui, vous êtes avec la princesse du Japon, le dauphin de France qui veut la rechercher, son père le grand ambassadeur du Japon, on est quand même dans de la politique, hein, voilà. Et surtout de la politique dans un univers inventé, j'ai trouvé ça trop bien. Ça a été un coup de cœur pour moi, le rythme il est soutenu, je l'ai lu au moment où je devais rendre mon mémoire et ma thèse, genre à un jour d'intervalle les deux. Ce sont des jours où j'ai très peu lu, j'ai dû lire parfois 10 pages par 10 pages, genre 10 pages dans la journée, puis le lendemain encore 10 pages, et je ne me suis pas ennuyée, c'est-à-dire qu'en lisant 10 pages, j'avais l'impression d'avoir avalé 4 ou 5 chapitres, tellement il y avait de l'action, tellement c'était un rythme soutenu, et tellement je ne m'ennuyais pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours une nouvelle donnée, une nouvelle chose, et on ne peut pas s'ennuyer, et du coup vous pouvez très bien le lire lentement, c'est pas grave, le rythme il reste soutenu, et j'ai adoré. Il y a très peu de livres qui peuvent faire ça. En général, quand je n'ai pas le temps de lire un livre, ça m'agace profondément parce que j'ai l'impression de ne pas avancer dans l'histoire, et là c'était tout l'inverse, j'avais l'impression d'avancer à chaque fois et c'était trop bien. Donc vraiment, si jamais le cœur vous en dit, allez-y, foncez sur celui-là, ça a été un de mes coups de cœur là de cette année. J'ai adoré, en plus il y a des petits côtés, enfin on vous rappelle un peu certains aspects des traditions japonaises, etc. Et bah, moi qui adore l'Asie, forcément ça m'a parlé. Après je suis plus Corée que Japon, mais quand même le Japon ça reste génial, et du coup j'ai adoré ce roman. Je vous le conseille vraiment, on s'attache aux personnages et pas forcément à ceux qu'on croit. Je me suis pas forcément beaucoup attachée à la princesse parce qu'elle a cette espèce de froideur bien propre japonaise, hein, au début en tout cas, et je me suis beaucoup attachée aux personnages
secondaires et il y a une multitude de personnages secondaires, vraiment il y en a beaucoup, mais c'est tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement bien expliqué, tellement bien amené que vous ne vous perdez pas. Je n'ai confondu aucun personnage, je n'ai eu aucun mal à m'y retrouver et pourtant je vous assure qu'elle se retrouve dans un groupe assez important et divers et varié et singulier et c'était génial, vraiment c'était génial. J'ai trop hâte de lire le tome 2, je ne sais pas quand est-ce qu'il va paraître, je ne sais plus. Je l'ai peut-être vu sur Instagram ou peut-être pas, non, mais c'était tellement bien, j'ai trop hâte. Et en plus il y a un petit... Ah oui, pour ceux qui l'ont, lisez bien jusqu'à la fin après les remerciements parce qu'en fait après les remerciements vous avez une double page et vous avez un petit, alors pas un petit chapitre secret mais la fin du roman un petit peu secret et c'était trop bien, enfin ça faisait un petit truc en plus. Et donc non, je regardais, mais donc le prochain tome ça sera deuxième chant de la dernière geste et ça sera l'héritage du rail, mais on n'a pas de date. Donc je vais attendre patiemment, mais ça va pas forcément être facile parce que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, c'était les 4 romans dont j'avais envie de vous parler. Globalement c'était vraiment des bonnes lectures. Je vous dis, je me suis perdue un peu dans un, mais globalement c'était des bonnes lectures, voire des coups de cœur, donc ça c'est génial. Je suis super contente de faire un update lecture comme ça, c'est pas souvent. J'espère que le prochain sera tout aussi bien. Du coup il ne me reste plus qu'à vous dire, bah écoutez, laissez-moi un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, un petit commentaire, un petit soutien sur YouTube si jamais vous avez 20 secondes à m'accorder. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.